Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Aujourd'hui, je reçois Jean-Guillaume, le fondateur de la marque Pitoumarka. Pitoumarka, c'est une exceptionnelle marque française qui propose des t-shirts, des écharpes, des sweats en coton du Pérou et en alpaga. Jean-Guillaume fait partie de ces personnalités que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au podcast et qui m'ont tout de suite transporté dans leur univers. Cela faisait longtemps que je rêvais de lui consacrer un épisode. C'est chose faite avec ce format court, une petite quinzaine de minutes pour découvrir sa marque, Pitoumarka, et son histoire. Un grand merci à Jean-Guillaume qui soutient ce podcast et qui a décidé de me faire confiance et de collaborer avec moi pour la réalisation de cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Jean-Guillaume. Salut Jeanne. Comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Ça va super. Je suis ravie d'être à Lyon aujourd'hui et de t'avoir retrouvé. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur la marque de vêtements que tu as créée, qui s'appelle Pitoumarka. Tu vas nous raconter bien évidemment l'histoire de la marque, mais surtout sa particularité et les valeurs que tu défends. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement, s'il te plaît ? Ouais, avec plaisir. Moi, c'est Jean-Guillaume. J'ai créé Pitoumarka il y a un tout petit peu moins de 2 ans et j'ai réfléchi à ce projet depuis pas mal d'années en fait. Pitoumarka en fait est né d'un décalage sur le plan professionnel par rapport à ce que je faisais avant dans mon ancien boulot et où j'étais pas trop aligné en fait. Et aussi par le fait que je devenais de plus en plus écolo. Du coup, quand tu deviens écolo, t'as un certain nombre de choses que tu essaies de changer ou tu as des trucs que tu n'achètes plus. Et aussi, troisième point, sur l'amour que j'avais pour le Pérou, en fait. Enfin, même, ouais, j'ai prononcé le mot amour, mais c'est vraiment ça, en fait. J'ai une double culture, franco-péruvienne, avec ma mère qui est péruvienne, et j'avais envie aussi de bosser avec ce pays et de mettre en avant certaines particularités culturelles du Pérou. Et j'ai créé Pitoumarka, du coup, à ce sujet. Et tu t'es spécialisé dans le coton, alors pas que, tu travailles pas que le coton, mais c'est vrai que tu as une vraie valeur ajoutée sur ce sujet-là. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu la particularité du coton que tu utilises pour confectionner les vêtements, puisque tu as une gamme de vêtements, t-shirts, sweats, chemises et compagnie ? Ouais, complètement. Déjà, ouais, je me suis spécialisé, ce projet, c'est sur le textile. Parce que je parlais du côté écolo tout à l'heure, c'est vrai que je voulais faire plus à mon petit niveau et aussi parce que le hasard a fait que le Pérou a des super fibres textiles naturelles. Tu as l'alpaga notamment et un des meilleurs cotons au monde qui s'appelle le coton Pima, du coup, qui est une fibre longue et qui pousse au Pérou et dans de très rares régions du globe. Et en fait, quand j'ai créé ce projet, donc je suis parti sur place plusieurs mois début 2020. Donc j'ai retracé la chaîne de production à l'envers en partant de la matière première. Et je savais qu'il y avait du coton Pima. Par contre, il y a un truc que je ne connaissais pas du tout, qui est une variété rarissime de coton naturellement coloré, qui s'appelle, qu'on appelle le coton sauvage en fait, localement, parce qu'il pousse dans une région du Pérou en fait, où il y a des terres de qualité, de l'humidité. En fait, il pousse dans la région amazonienne, en fait, dans la forêt. Et je suis tombé amoureux de ce coton parce qu'il pousse de couleur marron clair, marron foncé et avec ça en fait on peut faire des vêtements qui sont naturellement teints. On aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, c'est une des particularités de ce coton et ça m'a vraiment fait kiffer quoi. Ce coton sauvage, effectivement les t-shirts là, notamment le t-shirt que tu portes, c'est presque beige. Au final, on a vraiment l'impression qu'il a été teint. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as découvert quand tu as découvert ce coton sauvage ? Est-ce que tout de suite, tu as visualisé les pièces que tu pouvais faire avec ce coton, la particularité que cela pourrait apporter à tes créations vestimentaires ?
Non, en fait, alors c'est marrant que tu me poses la question, j'avais flashé sur le coton Pima, parce que, en fait, quand tu l'as, la texture entre les mains, c'est extrêmement doux. Et j'avais fait des protos, et pour rien te cacher, je savais que je voulais faire des basiques de type sweatshirt à capuche, t-shirt, chemise. Donc j'avais fait des protos, j'étais rentré en France avec plusieurs prototypes, un peu toutes les couleurs. Il y avait dedans du noir, du gris, et quelques matières, quelques pièces en coton non teint, marron clair, avocat aussi, parce que tu as une chemise et un t-shirt en toute petite série où ça tire plutôt vers la couleur avocat. En fait, c'est vraiment en France et en discutant avec des potes où on s'est dit mais attends, mais en fait ce coton c'est un truc de fou, hein. J'avais ramené un peu de coton non teint brut que j'avais montré à pas mal de gens et ils ont tous flashé. Les gens connaissaient pas ce que c'était, ils savaient pas. Enfin, dans l'imaginaire collectif, on se dit que le coton est blanc et là tu tombes sur un coton qui est marron, c'est improbable. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, nous on pense aux branches de coton avec ces boules blanches. Là, comment est-ce qu'il se présente ce coton sauvage? Est-ce que c'est la même chose, le même type de plante? C'est la même famille de plantes. C'est juste qu'en fait, tu as une variété rarissime de coton qui va pousser dans des conditions très précises en fait sur le plan environnemental et en fait, au lieu d'avoir une fleur de coton qui va éclore, qui sera de couleur blanche, et ben, tu auras un coton qui sera marron clair, etc. Tu vois, c'est comme si tu avais un fruit, je sais pas, une banane qui était rouge, tu vois. Mais voilà, c'est tant qu'on l'a pas vu de ses propres yeux, on peut pas y croire. On peut pas y croire, non. Et donc, comment est-ce que tu travailles après sur tous les autres maillons de la chaîne pour la confection de ces t-shirts? J'imagine que si tu étais dans une approche éco-responsable, il n'y a pas seulement eu le déclic de la matière première, il y avait aussi un aspect social, un aspect écologique, un aspect humain. Ouais, tout à fait. Comme je te l'expliquais en intro, en fait, moi, je voulais rien laisser au hasard et j'ai eu besoin de rencontrer beaucoup de gens, me déplacer, voir exactement chaque maillon en fait de cette chaîne de production, parce que un vêtement en coton, c'est plusieurs étapes. Tu as le coton qui va pousser, on va le filer, on va le tisser, on va le tricoter, avec ce tissu, on va découper ensuite et assembler ces pièces qui vont faire le vêtement final. Et en fait, je voulais pas me dire tiens, je ferme les yeux sur telle étape, tant pis, et par contre, je vais m'assurer que la confection est bien faite, par exemple. Donc je voulais du biologique. Donc j'ai vu, par exemple, avant de rencontrer mon fournisseur, j'ai rencontré d'autres fournisseurs de matières premières qui étaient non bio. Après, sur les ateliers de confection, j'ai vu à Lima, la capitale, tu as un endroit où tu as énormément de bâtiments sur plusieurs étages que j'ai visité un peu par hasard. Et là, j'ai vu exactement ce que je voulais pas, en fait, c'est-à-dire des gens qui bossent plusieurs heures par jour enfermés dans des endroits où il n'y a pas trop de lumière, non déclarée, etc. Donc ça, je l'ai vu de mes propres yeux et ça m'a conforté dans l'idée de faire les choses bien de A à Z avec un coton qui soit avec une parfaite traçabilité, des certifications textiles, Fairtrade et GOTS par exemple. Et après des ateliers de confection où je bosse avec des partenaires où je sais que les gens sont bien traités parce que, comme je te le disais, je suis franco-péruvien et j'avais à cœur de travailler avec des personnes qui soient bien payées, quoi. Enfin, qui aient un vrai salaire, des vacances, une retraite, etc., quoi. Qui aient le droit à la même chose que nous ici. Et donc tu as trouvé ces personnes avec lesquelles travailler, j'imagine, ouais, parce que les vêtements sont là. Ils sont basés aussi au Pérou. Comment est-ce que tu as fait pour essayer de conserver un maximum de valeur ajoutée au Pérou et pas uniquement piocher ta matière première là-bas et ensuite faire voyager ton coton partout dans le monde pour confectionner ton t-shirt qui finalement sera vendu et porté en France? Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que des fois, on a tendance à se dire ok, tes vêtements viennent du Pérou, du coup, c'est pas écolo. Tu vois, alors qu'en fait, il faut le voir vraiment comme un ensemble. Le transport, c'est une étape parmi plein d'autres, mais j'ai essayé d'être vraiment local à 100%, d'avoir la matière première sur place, la transformation de cette matière première et la confection, du coup, vraiment localement au Pérou, pour éviter que ça fasse des milliers de kilomètres sur la planète. Et il y avait un deuxième point qui était important pour moi, c'est que c'était aussi une façon de... je ne sais pas si rendre hommage c'est le bon terme, mais
un peu rendre à César ce qui appartient à César. Tu vois, le Pérou, les Péruviens en l'occurrence, manient cette fibre, que ce soit le coton ou l'alpaga, depuis des milliers d'années. En fait, et c'est leur fibre à eux, le pima ou l'alpaga, et en fait, ils ont une vraie expertise, ils ont un vrai savoir-faire pour manier cette fibre. Et à côté de ça, ils sont aussi extrêmement contents et fiers de bosser là-dedans. Et en fait, avec toutes ces années, le Pérou a développé un savoir-faire textile qui est intéressant et important. Et l'idée, c'était de faire bosser ces personnes dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent apporter leur technicité dedans et aussi promouvoir leur savoir-faire, quoi. Et alors, tu le disais, tu voulais une gamme assez classique, ou en tout cas de basique, qu'on puisse porter au quotidien. Là encore, j'imagine que ça s'inscrit dans les valeurs que tu défends d'éco-responsabilité. Tu as donc une gamme en coton sauvage, mais pas uniquement. Tu as parlé du coton Pima, c'est ça ? Ouais, tout à fait. C'est une des nouveautés de 2022, printemps 2022. Ah, donc tu l'avais repéré avant, mais finalement, tu n'as pas travaillé avec jusqu'à présent. Oui, j'avais juste sorti une chemise au lancement, donc en août 2020, mais pas plus. Tu vois, je m'étais orienté à 90% sur le coton sauvage. Et là, dernièrement, donc j'ai refait une petite prod avec mon partenaire au Pérou, et on s'est dit qu'on allait faire quelques t-shirts en coton Pima. Donc le coton Pima, c'est en toute modestie un des meilleurs cotons au monde. C'est une fibre longue, du coup, il est 40% plus long qu'un coton conventionnel, et donc il va être plus doux, plus soyeux, plus résistant aussi. Et ça se ressent dans le tissage de la maille, ou est-ce que pour nous, au toucher, on peut sentir la différence ? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est dommage, tes auditeurs pourront pas toucher les vêtements, mais effectivement, j'ai quelques t-shirts là, et tu le sens au niveau de la matière. Tu le sens tout de suite, en fait. Tu le sens quand tu le mets sur toi. Là, j'ai fait, donc ce sera des séries limitées, mais j'ai fait des t-shirts où tu as un fil en fait, qui va faire 50 mètres de long pour 1 gramme. Et c'est extrêmement fin. Et le Pima, du coup, comme il est résistant, tu auras une vraie durabilité en fait, sur le produit. Parce que pour la majorité des vêtements qui sont aujourd'hui confectionnés en France, on utilise quel type de coton ? L'immense majorité vient d'Asie en fait. Du coup, tu es plutôt sur une fibre courte. Tu vas être sur. En fait, quand tu prends ta fleur de coton dans la main et que tu l'étires, par exemple, tu auras des fibres qui vont faire à peu près 20 à 25 mm, grand max. Ok. Et le coton Pima va être aux alentours de 40 mm. Donc le double. Ouais. Et tu as beaucoup au niveau du fil, après, ça va être un peu trop technique, mais tu as beaucoup de matières qui vont être recomposées. Ils vont assembler plusieurs fils, et tout ça fait qu'un coton bas de gamme, en fait, pas cher pour produire des t-shirts à 3-4 euros, bah, ça va être justement ce fameux coton bas de gamme, et ce sera moins résistant, ça va boulocher, ça va s'abîmer comme on le sait avec des vêtements à bas coût. Comment est-ce qu'on explique que ce coton bas de gamme, comme tu l'appelles, soit moins cher que le coton Pima à l'achat, ou est-ce que finalement c'est le même prix pour les fabricants de vêtements quand ils achètent la matière première, j'entends ? Comment est-ce qu'on peut avoir des disparités, tu vois, entre le prix du coton Pima et le prix du coton bas de gamme ? Très bonne question. Alors déjà, le coton Pima, c'est rare. Ça représente peut-être 4% à peu près de la production mondiale. On le trouve uniquement en Amérique du Sud ? Ouais, tu l'as en Égypte, tu l'as en Californie, sud des États-Unis, okay. Tu l'as au Pérou, beaucoup. Ouais. Mais voilà, c'est très très rare. Le coton Pima bio, ça l'est encore plus. C'est rarissime. Certifié GOTS, t'en trouves quasiment pas. Du coup, donc dans les pays d'Asie, en fait, où tu as une production intensive, parce que c'est ça le problème au final, tu as une production intensive qui se fait avec des machines qui vont récolter et du coton qui va pousser avec beaucoup d'eau et beaucoup d'engrais chimiques. Tu as des agriculteurs qui vont être vraiment mis sous pression au niveau du prix, vraiment à l'opposé justement de ce coton qui est certifié Fairtrade. Du coup, le label Fairtrade t'assure un prix qui est garanti toute l'année en fait, et tu as en plus de ça une prime de développement pour les agriculteurs qui sont organisés en coopérative. Donc la rareté plus des bonnes conditions de travail, etc., ça fait que tu as un coton Pima qui va être forcément plus cher qu'un coton conventionnel de mauvaise qualité. Et là, ce coton Pima, tu as fait le choix de le teindre ? Oui. Parce que sa couleur initiale, il est blanc. Blanc, tout à fait.
Et donc, tu as fait le choix de le teindre. Et comment est-ce que tu as procédé pour la teinture ? J'imagine que c'est un gros enjeu aussi en matière d'écologie et qu'il faut faire attention aux produits qu'on utilise pour teindre les vêtements. Complètement, ouais. C'est des colorants qu'on appelle réactifs, qui sont respectueux de l'environnement, parce que c'est dans l'ADN de la marque. Je voulais un truc éco-responsable. Mais c'est vrai que par rapport au concept de départ qui était du coton non teint, c'est vrai que on reste c'est un autre produit qui est un peu différent, mais qui est tout aussi qualitatif. Il y a une évolution, oui. Ouais. Je ne sais pas si c'est une évolution, mais c'est, on va dire, une autre gamme complémentaire qui utilise une fibre péruvienne. Parce que ça répondait à un besoin aussi ? C'était une demande ? J'avais régulièrement des demandes des gens qui me disaient quand est-ce que tu fais des t-shirts d'autres couleurs. Enfin, il y a pas mal de clients qui m'ont acheté des t-shirts en coton non teint, mais c'est vrai que quand tu as ton t-shirt et ton sweat en marron non teint, bah, tu vas pas en acheter 25. Donc s'il y a un autre produit noir, par exemple, ça peut leur faire plaisir. Dont mon compagnon qui m'a passé commande pour un t-shirt noir sans savoir que tu avais lancé ce nouveau produit. Alors on l'a évoqué un petit peu, mais on n'en a pas encore beaucoup parlé. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs et les auditrices qui sont peut-être un peu perdus parce que c'est compliqué, ça peut paraître en tout cas compliqué de s'habiller de manière plus éco-responsable, on manque aussi d'informations. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça veut dire consommer et acheter des vêtements Pitou Marca versus une marque traditionnelle de fast fashion? Alors on a parlé de l'engagement social, on a parlé de l'engagement écologique, mais si tu as des chiffres aussi sur la pollution ou sur la consommation d'eau que génère la fabrication d'un t-shirt, d'une chemise ou je ne sais quoi, ça peut être assez intéressant d'avoir ton éclairage. Ouais, bien sûr, c'est un vaste sujet. Effectivement, la fast fashion, c'est pas vraiment posé de questions sur comment produire des vêtements. Alors il y a un double impact négatif. Le premier, il est sur le plan environnemental, parce que dans le meilleur des cas, on va utiliser du coton. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire ça, mais en gros, la fast fashion a utilisé des fibres textiles synthétiques. Le polyester ça a vraiment augmenté énormément dans l'utilisation de vêtements et des quantités énormes d'eau, en fait, parce que ça a besoin de beaucoup d'ensoleillement et d'environ 120 jours d'arrosage, en fait, et ça engloutit des milliers et des milliers de litres d'eau. Il n'y a pas vraiment personne qui paye pour ce désastre écologique, tu vois, et c'est une raison pour lesquelles il n'y a plus de merde à râle actuellement, malheureusement. Et à côté de ça, du coup, tu as les teintures chimiques aussi qui sont utilisées dans l'industrie textile, qui représentent 1,7 million de tonnes de produits chimiques par an, et tu as à peu près 200 000 tonnes qui se déversent chaque année dans les fleuves. Donc c'est pas cool. Et l'avantage de Pitou Marca, mais pas que, hein, c'est effectivement il n'y a pas de teinture chimique sur le coton non teint. Et à côté de ça, il faut aussi réfléchir un petit peu à savoir où part votre argent quand vous achetez des vêtements à bas coût. Et au final, on soutient indirectement un modèle économique où les gens sont exploités, que ce soit les agriculteurs ou les personnes qui travaillent dans les usines de production. Et malheureusement, on n'enrichit que des personnes tout en haut de l'échelle qui possèdent ces grandes entreprises, en fait. Donc voilà, Pitou Marca, à sa toute petite échelle, essaie de faire vivre des personnes à l'autre bout du monde pour qu'ils puissent avoir un salaire décent, s'acheter à manger et amener leurs enfants à l'école. Des producteurs, des couturiers, des couturières. Ouais, des éleveurs d'alpagas, des agriculteurs, des personnes qui vont bosser dans des ateliers, concevoir le t-shirt ou la chemise. Plein d'autres personnes, des personnes qui vont empaqueter les vêtements, repasser les t-shirts, gérer la production, la collection, etc. Ça fait beaucoup de personnes. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas en France, mais voilà, on essaie de soutenir comme on peut ces personnes-là. La prochaine fois que tu y vas, il faut que tu embarques un micro et que tu fasses une petite série de podcasts sur carrément. le sujet. Il faudra mettre les sous-titres. Tu feras le doublage. Ouais, ça roule. Merci beaucoup Jean-Guillaume, c'était très intéressant. Je renvoie les auditeurs et les auditrices vers un podcast auquel tu as participé, le podcast de La Voix Verte, où tu as vraiment parlé du coton et la plante, une approche très intéressante. J'ai beaucoup appris en écoutant cet épisode, donc je pense que ça pourrait être tout à fait complémentaire. Pour celles et ceux qui ont envie de s'offrir une pièce Pitou Marca ou d'en offrir une à leurs proches, où est-ce que je les envoie ? Tu les envoies sur le site Pitou Marca, pitoumarca.com, pitoumarka.com tout simplement.
Et est-ce qu'il y a des points de vente où on peut découvrir les t-shirts et les autres vêtements ? Alors malheureusement non, pas pour l'instant. On a d'autres partenaires sur des e-shops partenaires, des marketplaces, multimarques, mais faudra nous suivre sur l'actu, sur des salons ou des pop-up stores. Génial, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, l'ensemble des ressources utiles sont disponibles dans la barre de description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.